Réserve fédérale des États-Unis, nous avons obtenu les conditions monétaires les plus favorables possibles pour cette fin d'année 2025, compte tenu du contexte. Nouveau record historique de la liquidité globale financière. Légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition Tutokan où nous allons faire beaucoup de choses. Revenir sur la Fed, bien sûr, ce sera la première partie. Je vous explique, mais rapidement, succinctement, parce que le sujet a déjà été traité, mais il faut savoir lire entre les lignes. Je vous donne ma vision des choses, mon interprétation de la nouvelle trajectoire monétaire de la Fed d'ici la fin d'année. Et autant vous dire que pour fin 2025, on ne pouvait pas espérer mieux. En forçant même, en grattant, en faisant les fonds de tiroir, la Fed ne pouvait pas donner mieux. En soi, c'est déjà inespéré qu'elle ouvre la porte à 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Oh, elle reste data dependent, mais en soi, c'est inespéré. Donc, le mieux, le moins bien, je décrypte cette décision de politique monétaire de la Fed. Et ce qui nous attend, donc c'est un contexte monétaire. Qu'est-ce qu'il autorise, ce contexte monétaire pour la fin d'année? Deuxième partie, rappelez-vous le tableau que je vous ai proposé, le type de pivot. Alors, allez-y, dites-moi, vous mettez le curseur où ça? Souvenez-vous, il y avait 5 possibilités. L'absence de pivot, le pivot technique au quiche, le pivot réel sain, le pivot réel malsain et le Fed put en mode emergency, urgence. Vous mettez où le curseur? Facile là quand même. Bon, donnez la réponse dans la seconde partie, puis on verra donc les conséquences techniques à interclasse d'actifs de tout ça. Troisième partie, ça commence à devenir intéressant. Bon, la première partie l'est aussi, mais troisième partie, la trajectoire monétaire que la Fed nous a décrite la semaine dernière peut-elle être bouleversée? Y a-t-il encore sur le chemin qui mène au 31 décembre 2025 des obstacles, des zombies, des loups cachés dans la forêt, des monstres sous le lit et pourquoi pas un signe noir ou, allez, une épée de Damoclès? J'ai fait le tour un peu des expressions un peu sympas, des métaphores un peu sympas. Bon, j'ai tout listé, tout. Du coup, ce ne sont pas des signes noirs. Non seulement j'ai tout listé, et je vous donne les dates. Votre serviteur ne pouvait pas faire mieux. Ah, si, on peut toujours faire mieux, mais bon, enfin, c'est quand même pas dégueu pour un lundi matin. Donc justement, je ferai aussi un point plus précis sur la Cour suprême des États-Unis. Est-ce qu'elle peut nous réserver pour le début du mois de novembre? Vous n'êtes pas au courant? Allez voir, c'est important. Et ça peut effectivement encore infléchir la trajectoire monétaire de la Fed. Cinquième partie, je l'ai mis dans le titre, l'histoire que personne ne loupe. Nouveau record historique de la liquidité globale. Souvenez-vous, à Lausanne, en juin dernier, je vous ai parlé d'une corrélation, d'une triple corrélation entre S&P 500, liquidité mondiale M2 et liquidité globale. Rappelez-vous, le M2 mondial plus la capacité d'endettement de l'économie, notamment US. Ça nous donne la liquidité structurelle globale. Je vous avais expliqué la corrélation positive avec le S&P 500. Le S&P 500, la semaine dernière, il a bien fait un nouveau record historique. Dans le sillage de la Fed, le lendemain, il a bien fait un nouveau record historique. La liquidité globale l'avait anticipé, puisque 3-4 jours avant, elle avait fait son nouveau record historique. Ce qui montre à quel point cette corrélation est puissante. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous montrer où est-ce qu'on en est, pourquoi, grâce à quoi, et puis les conséquences que tout ça peut avoir. Et on se termine, comme d'habitude, cette vidéo par un point technique S&P fédéral des États-Unis qui a fait le maximum avec les moyens du bord. Honnêtement, le maximum. Et je pense que franchement, ils ont pris sur eux. Autant vous dire que, vous savez, au sein des 12 membres votants du FOMC, vous avez seulement Stephen Miran, nouvellement nommé par Trump, qui a voté pour 50 points de base de baisse de taux. 50 BP, 0,50%. Tous les autres, même Waller et Bowman, ont voté pour 25 points de base. Je pense qu'ils ont cédé à la pression, bien sûr le marché du travail, mais tout ça pour dire que
J'aurais pu titrer plein de choses sur la Fed. Le Fed propose des conditions monétaires accommodantes pour la fin 2025, oui, pas pour 2026. Au final, la Fed reste data dependent. Et il en reste des chiffres d'ici la fin d'année. Donc on va passer tout ça en revue. Et puis bien sûr la liquidité mondiale M2 qui ça est un facteur positif de manière générale pour les actifs risqués en bourse. Le plan je vous l'ai donné à l'introduction, je le remets ici à l'écrit, donc 5 parties. Première partie, la trajectoire monétaire de la Fed expliquée, les conséquences interclasses d'actifs, et puis donc quel type de pivot a été choisi. Y a-t-il encore certains chiffres qui peuvent tout bouleverser, tout casser le jouet, tout remettre en cause avant décembre? Il y en a, il y en a, vous allez voir. La liquidité globale fait un nouveau record historique, et bien sûr, point technique, sur l'indice S&P 500, nous attaquons sans transition la première partie. Alors on prend les choses dans l'ordre, je vous fais une petite synthèse. Je sais que vous avez déjà lu beaucoup de choses sur la Fed depuis la semaine dernière, mais laissez-moi quand même vous montrer ce qui, selon moi, compte vraiment. Et en quoi cette trajectoire monétaire proposée, je dirais pas qu'elle est inespérée, mais pas loin de l'être. Et est-ce que la Fed pouvait faire mieux? Ou pouvait-elle faire moins? Oui, elle pouvait, voilà. C'est ça. Voilà où je veux en venir. La Réserve fédérale des États-Unis pouvait faire moins. Elle pouvait justifier de faire moins. Elle a fait un peu plus que le moins, sans non plus valider une trajectoire accommodante pour un an. Là, on a une visibilité jusqu'à décembre. Nous avons une visibilité jusqu'à la décision de politique monétaire du 10 décembre, pas au-delà. Alors, plusieurs choses que nous allons passer en revue. Tout d'abord, effectivement, la Fed donc réalise un pivot. Elle reprend pour la première fois en 2025 la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. D'ailleurs, vous pouvez noter que la baisse de taux, le véritable pivot, avait eu lieu en septembre 2024. Un pivot qui avait donc interrompu un cycle de resserrement des taux de 0,25 à 5,5 pour lutter contre l'inflation. Pivot en septembre 2024. Il ne s'est rien passé entre décembre 2024 et donc septembre 2025. Baisse de 25 points de base. La Fed a proposé plusieurs choses. Nous avons désormais à notre disposition le cycle des taux d'intérêt anticipés jusqu'à fin 2025, la mise à jour des projections macro, le rapport de force au sein des 12 membres votants du FOMC, et ce sont tous ces éléments qu'a regardé le marché. Dans sa réaction la semaine dernière suite à la Fed et dans ce que le marché va nous proposer ces prochaines semaines, ce sont tous ces éléments qui comptent. Globalement, la trajectoire monétaire proposée, elle est plus accommodante. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez plusieurs choses, tout d'abord, regardons les anticipations de taux d'intérêt des fonds fédéraux d'ici la fin de l'année. Vous avez plusieurs façons de le faire lorsque vous utilisez l'outil CME Fed Watch Tool. Vous avez les probabilités d'action de la Fed selon la haute finance, selon les traders de la haute finance US, et vous avez la probabilité d'action de la Fed en agrégeant le positionnement des 12 membres votants du FOMC, plus les anticipations du marché. Et grosso modo, d'ici la fin de l'année, il reste 2 décisions de politique monétaire. Le 29 octobre et le 10 décembre, nous devrions avoir une baisse de taux supplémentaire le 29 octobre et une baisse de taux supplémentaire le 10 décembre. Tout le reste, c'est du foin, c'est du vent. Tout le reste n'est pas anticipable. Tout le reste peut bouger. Lorsque vous regardez plusieurs choses, le tableau des projections macroéconomiques de la Fed. Le positif, c'est ça. Le vrai positif, c'est ça. La seule chose, la nouveauté, c'est que la Réserve fédérale des États-Unis, dans ses dernières prévisions qui remontaient à juin 2025, nous parlait de 2 baisses de taux, 4,5 à 4. Là, c'est 3. Vous voyez, il y en a une de plus. Donc effectivement, sur 2025, c'est une trajectoire monétaire accommodante puisqu'il ne reste plus que 2 décisions de politique monétaire et qu'elle doit nous passer 2 baisses de taux. Soit elle passe un jumbo Fed cut en octobre et puis rien en décembre, soit 25-25, d'accord? Ça, c'était ce qui était positif. Dans les choses positives aussi, on peut voir que la Fed ne s'inquiète pas vraiment outre mesure du marché du travail, ni de la croissance pour l'année prochaine. Dans les choses positives, sur 2025, elle n'a pas touché, regardez, elle n'a pas touché à ses anticipations d'inflation, c'est égal. Alors me direz-vous,
tout ce qu'elle annonce sur 2025 est archi positif. Incroyable. Elle nous dit que finalement l'inflation va pas à 4, l'emploi, oui, ça monte, mais pas d'envolée de taux de chômage, et on passe 3 baisses de taux. Vous avez raison, sur l'année 2025, effectivement, c'est pas mal. Ce que propose la Fed est pas mal sur l'année 2025. Mais, et il y a un mais, le mais c'est l'année prochaine. L'année prochaine, non seulement la Fed revoit un peu en haut ses anticipations d'inflation, n'attend une vraie normalisation, et je vous renvoie vers le Top Gun, où j'ai fait toute une partie sur le temps qu'il faut pour que l'inflation se normalise en lien avec les tarifs douaniers, elle ne l'attend que pour 2027. Grosso modo, ça veut dire que peut-être fin 2025 on peut faire quelque chose, mais que 2026 c'est le bear market, selon ce que propose la Fed maintenant. Et en 2026, quasiment zéro, au mieux une baisse de taux. Donc, verre à moitié plein, verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est la fin 2025. Le verre à moitié vide, c'est la grande incertitude de 2026. Un autre élément que regarde le marché, c'est, vous le savez, le rapport de force au sein du FOMC. Le rapport de force au sein du FOMC, rappelez-vous, je vous ai expliqué ça la semaine dernière, les 12 membres votants, et notamment donc Stephen Miran, qui a donc intégré le FOMC et qui désormais donc a voté, il est le seul, alors les informations sont disponibles ici, vous êtes ici sur le communiqué de presse de la Fed, Voting for the Monetary Policy Action, là vous avez donc 11 sur 12, et Voting against this action was Stephen Miran. D'accord ? Donc il est le seul à avoir voté pour 50 points de base pour un jumbo Fed cut. Là où le marché a pu être déçu, il faut toujours voir les choses positives et négatives, c'est qu'à la base, vous avez 3 personnes nommées par Trump, Michelle Bowman, Christopher Waller et donc Stephen Miran. Le marché aurait pu espérer que 3 voix dissidentes s'expriment pour un jumbo Fed cut. Waller, Bowman et Miran. Waller et Bowman n'ont pas voulu voter pour 50 points de base de baisse de taux. Ça montre donc que la messe est loin d'être dite au sein du FOMC, que certes il y a une inquiétude pour l'emploi, mais que l'inflation inquiète toujours. Donc, rappelez-vous la question que je vous ai posée en début de vidéo, et par rapport au dernier Top Gun que je vous ai proposé, souvenez-vous le tableau que je vous ai proposé. Absence de pivot, pivot technique ou pivot hawkish, pivot réel sain, pivot réel malsain ou Fed put emergency. Par rapport à tous les éléments là que je viens de vous expliquer. Le rapport de force au sein du FOMC, la mise à jour des projections macro, les anticipations d'inflation, du taux de la Fed, d'emploi, de croissance. Le rapport de force au sein du FOMC. Dans quelle catégorie sommes-nous? Et est-ce que le marché a réagi comme anticipé? Souvenez-vous que je vous avais proposé, dans ce tableau, la façon dont pourrait réagir le marché en fonction du choix. Alors oui, le marché a réagi comme je l'envisageais dans ce tableau. Maintenant, quel choix a été fait? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Ça, c'est le tableau que je vous ai proposé donc depuis 3 semaines. Absence de pivot, pivot technique ou hawkish, vous l'appelez comme vous voulez, pivot réel sain, pivot réel malsain et action d'urgence de type Fed put. Alors, action d'urgence de type Fed put, non. Absence de pivot, non plus. C'est normal, il y a eu une baisse de taux. Donc, le choix se fait entre le 2, le 3 ou le 4. Alors, dites-moi, lequel? Et non, ce n'est pas le 2. Ce n'est pas le 2. Non, ce n'est pas le 2. D'ailleurs, la semaine dernière, avec la Fed, je ne parle pas de ce lundi, je ne parle pas de la séance de ce lundi. La semaine dernière, mercredi, jeudi, le S&P 500 a monté. Le S&P 500 a fait un nouveau record historique. Donc déjà, on n'est pas dans cette catégorie qui envisageait de la baisse, parce qu'il n'y a pas eu de pivot technique hawkish. Rappelez-vous, le pivot technique hawkish, c'était une baisse de taux isolée, et plus rien derrière. Or, lorsque vous regardez les probabilités d'action de la Fed agrégées, le marché et les membres du FOMC nous disent qu'il y a encore 2 baisses de taux d'ici la fin d'année. Une le 29 octobre et une le 10 décembre. Nous ne sommes donc pas dans cette catégorie. Reste le choix du pivot réel sain ou du pivot réel malsain.
Et oui, vous avez raison, nous n'avons pas eu un pivot réel sain parce que l'inflation n'est pas vue se normaliser avant fin 2026, début 2027. Nous avons donc eu, et oui, tadam, le choix numéro 4. Nous avons eu le pivot réel malsain. Et avons-nous eu ce qu'on pouvait envisager sur le S&P 500 et le Russell 2000? Oui, il y a eu un effet neutre à légèrement haussier sur le S&P 500 et il y a eu un effet haussier sur le Russell 2000 qui a rejoint son record de 2021. Je vous parle là des mouvements observés sur les séances de mercredi et jeudi dernier. Donc, c'est intéressant de voir que l'impact envisagé sur le S&P 500 et le Russell 2000 valide cette catégorie et ce qu'a publié la Fed aussi. Nous sommes donc dans un pivot réel malsain. C'est-à-dire que la Fed a pivoté parce que le marché du travail se dégrade, mais qu'elle ne voit pas cette année, et ni même en première partie d'année 2026, une normalisation de l'inflation, c'est-à-dire le moment où les tarifs douaniers sont pleinement intégrés au taux d'inflation et où ces derniers reprennent leur trajectoire vers la cible des 2%. Voilà donc dans quelle catégorie nous sommes. Alors continuons d'avancer dans cette présentation. Attendez, je remets on l'a pas très bien vu. Certains chiffres peuvent-ils tout balayer? Existe-t-il encore d'ici le 10 décembre 2025 et même d'ici le 31 décembre 2025? Le 10 décembre 2025 parce que c'est une décision de politique monétaire de la Fed. Existe-t-il encore des chiffres qui peuvent tout casser, tout bouleverser, tout remettre en cause? Oh que oui! Et ils sont nombreux et de différentes catégories. Et je vous les ai tous listés ici. Alors, nous les regardons tranquillement. Déjà, on commence cette semaine. Vendredi 26 septembre. Vendredi 26 septembre, la mise à jour de l'inflation US-PCE. Si vous reprenez le tableau des nouvelles projections de la Fed en matière de corps PCE, rappelez-vous, la Fed regarde le corps PCE. Elle n'envisage pas un retour à sa cible avant 2027. 2026 devrait voir la reprise de la trajectoire baissière, mais pas à la cible. La Fed n'envisage pas que d'ici décembre, le corps PCE baisse. Elle le donne autour de 3,1, intégrant parfaitement l'effet des tarifs douaniers. Donc, d'ici la fin de l'année, tous les chiffres de l'inflation vont compter. Le PCE du 26 septembre, le CPI du 15 octobre, le PPI du 16 octobre, le PCE du 31 octobre. Ensuite, comme chaque mois, vous aurez en novembre un CPI, un PPI et un PCE. Et nous arriverons le mercredi 10 décembre, dernière décision de politique monétaire de la Fed, avant les chiffres de l'inflation de décembre. Donc je n'ai pas mis les chiffres de décembre. D'ici la fin d'année, vous avez donc tous les chiffres de l'inflation US. Vous avez aussi, bien sûr, tous les chiffres du marché du travail. Le prochain rapport NFP ayant lieu le vendredi 3 octobre. Et avant, donc, la prochaine décision de la Fed du 29 octobre. Dites-vous bien une chose. La Fed l'a rappelé la semaine dernière et l'a bien réexpliqué dans son communiqué de presse et lors de la conférence de presse. La Fed va rester data dependent. Oui, elle a fixé une trajectoire monétaire pour la fin de l'année 2025. Oui, somme toute, nous devrions avoir encore 2 baisses de taux. Mais ce que nous dit la Fed, c'est que la trajectoire monétaire de 2026, et rappelez-vous que le marché est toujours dans l'anticipation d'au minimum 6 mois, donc il est déjà branché sur les fondamentaux de 2026. Et pour 2026, si vous regardez le tableau des projections macro, on a 0 au mieux une baisse de taux. Pour envisager avoir mieux que 0 ou une baisse de taux, parce que si c'est 0 ou une baisse de taux, c'est bear market en 2026. Pour envisager avoir mieux, il faut des chiffres qui l'autorisent. Et donc ces chiffres de fin décembre vont forger la décision monétaire du premier trimestre 2026. Et vous les avez tous sous les yeux. Vous pouvez faire une capture d'écran, un copier-coller. Ce sont les dates majeures à suivre d'ici la fin de l'année. Et en fait, il y en a 3 qui comptent. La décision de politique monétaire du 29 octobre,
La décision de politique monétaire du 10 décembre est ici, regardez bien, novembre. Première semaine du mois de novembre. Plaidoirie des tarifs douaniers devant la Cour suprême. De quoi s'agit-il? La Cour suprême. Donc je vous ai mis ici une petite photo. La Cour suprême va-t-elle balayer d'un trait les tarifs douaniers? De quoi parlons-nous? Effectivement, quelque part, donc soit première semaine de novembre, soit seconde semaine de novembre, il y aura donc une plaidoirie des tarifs douaniers par l'administration Trump devant la Cour suprême. Pourquoi? Parce que l'administration Trump, Donald Trump, a fait passer les tarifs douaniers sous le régime du International Emergency Economic Powers Act. Une loi qui permet d'agir en urgence pour protéger l'économie américaine. Sauf qu'une cour fédérale a déclaré que les tarifs douaniers ne pouvaient pas s'inscrire dans cette loi et a renvoyé la balle à la Cour suprême. Et c'est donc début novembre que la Cour suprême dira si soit les tarifs douaniers sont compatibles avec cette loi et peuvent donc être appliqués, ou au contraire, les tarifs douaniers ne sont pas compatibles avec cette loi car il n'y a pas de situation d'urgence économique et du coup les stoppera tout de suite ou renverra la balle dans le camp du Congrès en disant ce n'est pas au président de statuer mais c'est au Congrès. Et là aussi, le rapport de force au Congrès, c'est très différent. Ils peuvent modifier, ajuster, voire supprimer les tarifs douaniers. La Cour suprême peut très bien aussi décider début novembre de laisser tout le pouvoir au président américain en disant que oui, c'est légal et que ça s'inscrivait bien dans cette loi. Tout ça pour vous dire que le choix que fera la Cour suprême début novembre sera majeur. Imaginez que la Cour suprême début novembre supprime les tarifs douaniers. Ou remette la main dans la balle du Congrès, que le Congrès prend 6 mois à statuer. Les tarifs douaniers, ils seront suspendus. Donc tout de suite, ça va apporter de l'air à la désinflation. Et ça pourra peut-être permettre à la Fed d'agir plus. Ou au contraire, moins, si Donald Trump garde complètement la main. Et attention, la Cour suprême n'est pas forcément entièrement acquise à Donald Trump, même les membres républicains. Donc, dans toutes ces dates qui comptent d'ici la fin de l'année, oui, vous avez les décisions de politique monétaire de la Fed, oui, vous avez les chiffres de l'inflation, oui, vous avez les chiffres de l'emploi, il y a vraiment ce chiffre majeur, ce rendez-vous majeur avec la Cour suprême, d'autant plus que je vous rappelle qu'il faut 4 à 9 mois. Alors, ça va dépendre. Rappelez-vous, les tarifs douaniers, soit ils impactent le consommateur, soit ils impactent les marges des entreprises. Et c'est une question de rapport relatif. Mais grosso modo, il faut 4 à 9 mois pour que les tarifs douaniers soient intégrés à l'inflation et que cette dernière se normalise et reprenne son chemin vers 2%. Mais si la Cour suprême casse tout en novembre, il n'y aura pas besoin de 4 à 9 mois. Donc vous voyez un peu à quel point ce rendez-vous de la Cour suprême sera majeur. Nouveau record historique de la liquidité mondiale. Souvenez-vous de la conférence que je vous ai proposée à Lausanne en juin dernier, expliquant le rôle de leading indicator de la liquidité globale sur les actifs risqués en bourse. La semaine dernière, après la Fed, le S&P 500 a bien fait un nouveau record historique. La liquidité globale l'avait fait plusieurs séances, plusieurs jours avant. Nous sommes donc toujours bien corrélés à cet indicateur et il faut continuer de le suivre. Ce nouveau record de la liquidité globale est globalement un facteur de soutien pour les actifs risqués en bourse d'ici la fin d'année. Je ne refais pas toute la présentation de Lausanne, mais rappelez-vous une chose, la liquidité globale, c'est d'une part la liquidité mondiale M2, la somme des agrégats monétaires M2 de tous les pays du monde, et en particulier des principales économies, à laquelle, cette somme, à laquelle vous ajoutez la capacité de crédit au sein de l'économie. Donc là, j'ai pris la capacité de crédit au sein de l'économie US. Et donc, lorsque vous faites l'addition de la masse monétaire mondiale M2 plus la capacité de crédit au sein de l'économie US qui dépend directement de la politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, je vous ai remis ici le détail, vous obtenez ce qu'on appelle la liquidité structurelle mondiale, la liquidité globale. Et donc, la semaine dernière, eh bien,
cette liquidité globale, je vous l'affiche ici, la voilà, a fait un nouveau record historique. Et ça, c'est quelque chose de positif. Vous avez ici donc toutes les composantes de cette liquidité mondiale globale, donc c'est à la fois l'addition des M2 mondiaux et en même temps la capacité de crédit de l'économie américaine. Tout part du bilan de la Fed. Hein. Rappelez, la conférence de Lausanne est disponible sur la chaîne YouTube. Donc vous pouvez la reprendre. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, moi. C'est ça. Nouveau record historique. Et dites-vous bien là que le fait que la Fed baisse ses taux, ça va permettre à cette courbe d'aller probablement encore plus haut ces prochaines semaines. Alors, il y a bien sûr le rôle du dollar américain dans tout ça. Dans tous les cas, quand bien même cette courbe n'irait pas plus haut, il y a toujours un décalage entre le comportement de cette courbe et le temps qu'il faut pour que cela se déverse sur les actifs risqués en bourse. Donc ce nouveau record de la semaine dernière produira un effet positif sur les actifs risqués en bourse quelque part d'ici la fin de l'année 2025. Ça n'exclut pas les corrections à court terme, n'oubliez jamais ça. Ça n'exclut pas non plus les corrections à court terme. En tout cas, c'est quelque chose de positif que je souhaitais vous partager. Dans ce monde brut où les gens ne jurent que par pessimisme et crainte et peur. Et maintenant, nous terminons donc pour un point technique sur l'indice S&P 500. Sur le Russell 2000, j'ai deux choses à vous montrer qui me semblent intéressantes. Alors, attention tout de même. Attention. Souvenez-vous, depuis plusieurs semaines, même en fait depuis le rebond ici, mais dans toute cette, je vous propose mon approche en VAC 5. Et je vous propose mes cibles théoriques. Une première avait été faite ici, d'ailleurs à 6450, d'ailleurs vous voyez qu'elle a agi, on l'a dépassé. La seconde cible que je vous ai proposée, c'était le haut de ce canal chartiste, ainsi que les 6700 points. L'objectif médian des analystes financiers, les cibles, sont quasiment faites. Attention, le haut du canal passe vers les 6750-6760. Le RSI arrive en zone de surachat, mais il n'y a pas encore de divergence, donc ça va. L'horizon reste dégagé en hebdomadaire. Bien sûr, il y a toujours la possibilité de correction à court terme. Mais l'horizon reste dégagé à moyen terme. Attention quand même, je pense que les 6740-6750 pourront provoquer une petite pause. Mais le vrai top de marché, c'est lorsqu'on aura une grosse divergence en zone de surachat. Donc alors, est-ce qu'on ira chercher les fameux 7000? On verra, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une première étape ici, qui est ce haut de canal et qui est en approche. Autre point intéressant que j'ai relevé, le Russell 2000. Souvenez-vous, je vous avais expliqué que les small caps US, très dépendantes de la Fed, très sensibles au taux d'intérêt, pouvaient rejoindre le record de 2021. C'est fait. Je suis content. C'était ce qui était envisagé. Maintenant, la suite, je pense que nous finirons, parce qu'il n'y a pas de divergence. Ici, il y avait une grosse divergence, c'est ce qui avait expliqué que le marché avait buté. Nous finirons par avoir un breakout de cette résistance. Mais dans un premier temps, le marché peut un peu temporiser. Le nouveau support étant à 2360. Donc attention, une cible technique a été atteinte, proche de l'aide sur le S&P 500 et proche de l'aide sur le Russell 2000. Ces marchés pourront un peu temporiser, mais je pense que, eu égard aux nouvelles conditions monétaires de la Fed et ce que je viens de vous montrer sur le Global Liquidity Index, je pense que d'ici la fin d'année, nous aurons un breakout de cette résistance sur le Russell 2000. Et bien sûr, tout ça sera à suivre chaque lundi dans le Top Gun. Merci à toutes et à tous.